Je suis ravie d'avoir l'opportunité de vous présenter Durabi. Pour la petite anecdote que je témoignais à Nadège, il y a pile poil 2 ans, le 1er mars, nous lancions un jeudi de l'IFTH pour vous informer qu'on lançait le projet. Donc 2 ans plus tard, nous voilà ici avec la, on va dire, restitution en partie, mais en tout cas une présentation générique de tout le projet, de A à Z, ses enjeux, ses livrables et ce qui l'alimente déjà. Donc, je suis ravie de pouvoir vous partager tout ça. J'ai vu les noms de chacun de vous se connecter. Je suis ravie d'en retrouver certains avec qui on a fait tout ce travail-là. Donc, que je salue et que je remercie. Et je suis ravie de retrouver aussi ceux de la commission marque. Pour vous, normalement, c'est des redites. On va être sur une thématique assez générale pour aujourd'hui. Alors, voilà. Donc, l'objectif du projet, c'était de cadrer l'évaluation de la durabilité physique. C'est ce que vous a dit Nadège, hein. On est vraiment sur cette durabilité qu'on va appeler intrinsèque des produits pour 12 catégories d'articles textiles, mode et maison. C'est aussi une nouveauté par rapport au PEF qui ne contenait pas d'articles maison, via la mise en place d'une méthodologie robuste et uniforme, intégrant l'usage consommateur. Donc, un vaste programme et tout ça, on va le voir hein, au niveau de la genèse, des enjeux, comment le projet s'est né, dans quel contexte il s'inscrit. Ensuite, on va parler des collaborations et de tout ce qu'on a mis en œuvre avec qui, pour qui. Et puis les essentiels de la méthode et les prochaines étapes déjà engagées. Donc, au niveau de la genèse et des enjeux du projet, c'est un projet qui, comme beaucoup en ce moment, il y a quand même beaucoup de thématiques qui sont liées à ce contexte-là. Il s'inscrit dans le contexte environnemental de la loi AGEC, de tout ce qui est affichage environnemental, étiquetage, qu'est-ce qu'on va mettre demain comme info aux consommateurs. Ce sont des préoccupations actuelles qui touchent notamment la France, mais aussi l'Europe. Et chacun de nous en tant que consommateur et chacun de vous en tant que fabricant et metteur en marché. Donc, c'est primordial de se tenir informé, mais aussi de prendre part à ces travaux. Et c'est ce qu'on vous a permis de faire via Durabi. L'essentiel pour nous, c'était d'identifier des méthodes pour mesurer l'impact, de trouver comment compiler toutes ces informations, d'identifier un moyen d'afficher les résultats et de permettre de responsabiliser le consommateur et initier la transformation par l'éco-conception. Ça, c'est ce qu'on aspire à faire tous ensemble, concomitamment avec les autres démarches en cours, hein, comme le PEFCR ou d'autres. Ici, Durabi se focalise sur la durabilité physique. Donc, c'est qu'un petit point sur tout le cycle de vie des produits et c'est qu'un petit levier, mais ça en est un important. Notre rôle ici, c'était de proposer des solutions avec l'ensemble de la filière et des acteurs impactés, d'apporter des éléments techniques concrets et d'identifier des voies d'uniformisation. Pour nous, ça, c'était un point important de pouvoir proposer une uniformisation, une harmonisation des méthodes qu'on vous propose, qu'on vous même, voire impose demain, peut-être, au niveau de la réglementation, des normes de l'État, de l'Europe. Et il y a beaucoup de choses en cours, donc c'est important qu'il y ait une philosophie commune, qu'il y ait des règles communes. Donc, on a mis en œuvre comme ça des collaborations pour que ça soit le cas. Une mode plus durable, vous le savez, c'est remplacer moins souvent ces vêtements, diminuer la consommation de ressources pour leur fabrication et réduire la quantité de déchets. Donc, ça, je pense que le sujet est hautement important pour tous. La mode est remise en question concernant son impact environnemental et la filière a été force de proposition puisqu'en 2019, à ce moment-là, il y a eu le lancement des travaux du PEFCR, donc Product Environmental Footprint Category Rules for Textile and Shoes. Alors nous, les chaussures, on ne peut pas les traiter dans le Durabi, hein, vous imaginez bien qu'en tant qu'IFTH, on n'est pas les plus légitimes pour partir sur ces règles-là, donc on concerne seulement l'habillement ici dans notre projet. Et l'idée, c'était de mettre en place avec ce PEF des propositions de méthodes de calcul assez exhaustives sur plein de choses différentes, dont la durabilité physique. Ces méthodes-là étaient un petit peu complexes à sortir, un petit peu, parfois il manquait des choses, il manquait surtout de robustesse. C'est pour ça qu'en 2020, le BNITH a proposé la création d'une norme expérimentale pour apporter une contribution méthodologique à ces travaux. Mais pour arriver, pour mener à bien ces travaux, le BNITH a eu besoin de données concrètes
et de recul scientifique pour proposer des choses. C'est comme ça qu'en 2021, le CSF Modelux a validé la proposition IFTH de lancer cette étude d'ampleur pour créer des référentiels harmonisés et robustes. Donc, comme je vous l'ai dit, le projet s'est lancé en mars 2022. C'est un projet de recherche appliquée. Donc, c'est son format, c'est vraiment de la recherche. On a un projet collaboratif et c'est un programme d'une envergure inédite et qui est unique au monde, que ce soit en Europe, mais aussi hors Europe. Donc, ce programme, je pense que j'y reviendrai, il a été financé par l'ADEME et Refashion concomitamment. Les objectifs techniques, la durabilité, vous le savez, hein, tout autant que moi maintenant, je pense, c'est la capacité à durer, à assurer des fonctions jusqu'à un état limite qu'on appelle fin de vie, tout en résistant aux contraintes d'usage. Le but pour nous, c'était de cadrer l'évaluation de la durée de vie physique des articles textiles, donc mode et maison, en intégrant l'usage des consommateurs. Et ça, c'est un peu nouveau, c'est un nouvel angle de vue par rapport à ce qu'avait imaginé le PEF au niveau européen, d'aller sonder ce que pensent les gens, ce qu'ils vivent vraiment avec leurs vêtements et d'utiliser ces retours-là pour pondérer les choses. Pour ça, on s'appuie sur des protocoles et des données tangibles, des articles issus du marché, réellement testés dans nos laboratoires et laboratoires partenaires. L'idée, c'est d'éprouver donc ces produits réels via des essais pertinents, des essais qui sont normés pour étayer les prises de décision. Donc, vous l'aurez compris, on va aller faire des vrais tests, donner des vraies études et observer le comportement des produits pour aller faire nos recommandations. C'est comme ça qu'on a pu construire des référentiels complets, précis, avec des essais nécessaires et suffisants pour étudier la durabilité physique. On veut proposer une méthode robuste et accessible aux entreprises, donc on a pris en compte tout ce qui était non seulement l'accessibilité pour les tests, c'est-à-dire ce qui sont disponibles dans les laboratoires et ce qui existe, mais aussi l'accessibilité au niveau coût et comment amoindrir au maximum ces coûts malgré les essais qu'il faudra faire quand même. L'idée, c'est d'apporter des éléments concrets et éprouvés en comité de normalisation, mais aussi au PEF, et compléter et orienter les travaux d'affichage environnemental en cours. Donc, il n'y a pas que le PEF, il y a aussi l'affichage environnemental français et les travaux de Refashion éco-modulation, dont je pense que vous avez tous connaissance. Donc, les résultats attendus pour Durabi, c'est ces référentiels, premier livrable, des référentiels qu'on a appelés nécessaires et suffisants, avec les recommandations techniques qui vont avec, qui souvent font défaut dans les cahiers des charges. Donc là, on est allé jusqu'à indiquer les conditions opératoires, jusqu'à détailler vraiment les exigences pour chacune des 12 catégories de produits, donc 12 référentiels, spécifiques à 2 usages clés, donc prêt-à-porter et sport quand ça s'applique, et avec des stades et des seuils d'exigence adaptés. On a développé une méthode de scoring qui va avec et qui passe par la pondération des causes de fin de vie. Donc, ces fameuses, c'est la survenue d'un défaut, hein, cette cause de fin de vie, c'est qu'est-ce qui fait qu'on ne porte plus le produit, qu'est-ce qui fait que le consommateur arrête de le porter. Et ces causes de fin de vie, vous le verrez, ont été issues d'enquêtes et permettent de pondérer nos résultats de test directement. Donc, c'est une démarche, on a appelé ça Calicanti associé, consommateur et test labo en parallèle. Donc, pour plus de détails, je vous ai mis tout le programme du programme de recherche de 2022 à aujourd'hui. On a commencé par étudier les causes de fin de vie, donc ces fameux moments où on ne porte plus et pourquoi on ne les porte plus. Donc, pour cela, on a fait des sondages au niveau des retours magasins, donc plutôt qualité, et des sondages consommateurs pour voilà, aller sonder un petit peu ce qu'ils vivent, leurs usages et attitudes. Je vous montre ça juste après. Pardon. On a mis en place les méthodes, donc on a créé ce qu'on a appelé des plans d'expérience. Tout simplement, c'est les listes de tests. Qu'est-ce qu'on allait faire dans notre programme de recherche? Quel test? À quel stade? Pour quel produit? Et bien sûr, dans le programme de recherche, on a été beaucoup plus exhaustive que ce qui va finir dans les référentiels. L'idée, c'était de chercher sur plein d'essais et sur plein de possibilités pour observer le comportement des produits. On a précisé chaque protocole laboratoire pour chaque type de produit, pour chaque test à réaliser. Et on a utilisé les normes existantes le plus possible, disponibles en standard. Ensuite, on a réalisé les campagnes de test par catégorie de produits dans nos laboratoires et laboratoires partenaires à 6 stades de lavage, donc à 9,
puis 1, 5, 15, 30 et 60 lavages, ce qui est assez colossal. Je pense que ceux qui ont réalisé déjà ce genre d'études chez vous, vous vous rendez compte de l'ampleur des travaux. 60, ça demande beaucoup de temps. Et puis, on a analysé ensuite les résultats, donc que ce soit les données humaines issues des enquêtes et les données instrumentales issues des laboratoires. Et on a mis en place nos cahiers des charges, donc ce que j'ai appelé référentiel, la liste des essais, les protocoles associés, les stades, les seuils pertinents. Et ensuite, dans la méthode de scoring, quelle pondération pour chaque essai et du coup, quel score final on obtient. Tout ça pour aller alimenter les normes et les travaux d'affichage environnemental actuels. Donc, c'est vraiment maintenant que ça se passe, en mars 2024. Et on est arrivé à temps pour le PEF. Voilà, donc c'est une victoire déjà pour nous. Les livrables de Durabi associés à toutes ces phases sont l'identification des causes de fin de vie, qu'est-ce qui arrive au produit et à quel produit au porté. En face, les plans d'expérience, qu'est-ce qu'on va réaliser dans notre projet sur les différents produits comme tests. On parle de tests laboratoires, physique, mécanique, coloris, enfin les tests habituels que vous connaissez bien en tant que qualiticien. On a recueilli des bases de données qualité sur les retours produits. Qu'est-ce qui fait qu'un consommateur ramène son produit en magasin? Pourquoi il est ramené la plupart du temps? Donc, on a eu 1000 réponses. Vous verrez ça un petit peu plus bas dans la présentation. Les bases de données consommateurs, les bases de données physiques issues des laboratoires de tests, et puis nos fameux cahiers des charges qui récupèrent un petit peu les informations de tous ces livrables-là. On a travaillé en parallèle sur les données, donc en croisé, sur les données humaines et laboratoires, avec le comité technique, que je salue pour ceux qui sont présents, et l'apport des sous-groupes de travail également. Il y a eu plusieurs groupes de travail avec quelques marques représentées dans chacun. Et on a informé, consulté régulièrement notre commission marque. Donc ça, je vais vous détailler ça juste en dessous, juste après. Donc, vous le voyez, Durabi, c'est une initiative unique au monde sur le terme de la durabilité physique des vêtements et linge de maison. Une recherche appliquée exceptionnellement représentative du marché. Un programme initié et pris en charge par IFTH. Et une structuration originale des ressources mobilisées. C'est une réponse concrète aux enjeux environnementaux et aux exigences réglementaires actuelles. Donc, c'est pour nous la seule démarche scientifique et rationnelle pour mesurer la durabilité physique des textiles. C'est le seul indicateur qui permettra demain de contrôler objectivement les importations. Donc, je vous ai parlé de commission, de comité technique et de collaboration. On va rentrer un petit peu dans la construction du projet, pourquoi il est robuste, comment il a été construit et imaginé. C'est sa valeur ajoutée, ce qui fait la force de Durabi, c'est ces piliers-là, c'est la transparence, la gouvernance et la pertinence. Transparence parce qu'on a collaboré avec toutes les marques qui le souhaitaient et qu'on a pu toucher, j'allais dire, par nos réseaux. On a collaboré aussi avec d'autres instances, d'autres laboratoires, des écoles. Donc, on a vraiment ouvert tout ça. Et puis, on va fournir des résultats publics, c'est-à-dire que les rapports que je vais rédiger seront rendus publics par l'ADEME, donc vous aurez accès à tout ça un peu plus tard, à la fin du projet. Et on a travaillé les coûts pour que ce soit plus accessible. Une gouvernance qui est ascendante, puisqu'on repose sur une commission marque qui est sondée, qui est consultée régulièrement pour son expertise. On travaille en démocratie, avec tout l'écosystème, avec les fédérations, avec toutes les instances qui peuvent être pertinentes dans ce sujet-là. Et le consortium a un point indéniable, notamment au niveau du PEF, puisqu'on a 80 marques avec nous. Donc, ça a été assez pertinent pour le coup. Dans cette pertinence, vous aurez compris à travers tout ce que je vous ai déjà montré, la rigueur scientifique, la robustesse des données qu'on a pu récupérer, le côté standard des méthodologies qu'on propose est représentatif, en tout cas le plus possible et de manière inédite. Donc voilà. Donc c'est une étude, une initiative collective fondée sur ces 3 piliers. Et pour la transparence, on a, comme je vous l'ai dit, intégré toutes les marques volontaires. On consulte les laboratoires et centres techniques quand on a besoin sur chaque question précise. C'est pas la méthode pro IFTH par l'IFTH, c'est vraiment un projet collaboratif pour proposer une méthode française et européenne.
avec nos collaborateurs, les autres laboratoires français. On a partagé les travaux aux initiatives françaises et européennes, donc je vous l'ai dit, pour l'affichage environnemental, avec des livrables complets. Et on a mis à disposition, c'est déjà le cas, hein, on a déjà transmis nos résultats, nos avancées, que ce soit aux marques qui font partie du projet, à l'éco-organisme Free Fashion, aux fédérations, aux membres du PEF, qui ont eu tous les résultats aussi en anglais, aux initiatives en cours, que ce soit le WRAP, que ce soit Euratex, que ce soit les Nations Unies. On a vraiment eu des échanges avec ces initiatives-là pour ouvrir les collaborations et les partenariats à la normalisation et à l'État, l'ADEME, pour l'affichage. Donc, notre gouvernance, je vous présente le comité technique de Durabi. Donc, je salue au passage. En fait, Durabi repose, donc je vous l'ai dit, sur une commission marque. Et c'est la principale commission, la principale entité de ce projet. C'est ces 80 marques qui nous ont dit oui, qui ont signé un accord de partenariat et qui nous ont permis d'avoir des produits concrets du marché et des données concrètes. Ainsi que des retours, des validations suite aux consultations qu'on a réalisées. Donc, ce sont des marques françaises, mais qui sont aussi présentes sur le marché européen, qui sont tout niveau de gamme confondu, tout mode de vente confondu. On travaille ensuite avec ce comité technique à fournir toutes les réflexions, les choix méthodologiques, les propositions en commission marque. Donc, vous l'aurez vu, au niveau du comité technique, on travaille avec des marques, donc Chantel, Lacoste, Decathlon, Fast Retailing, mais aussi avec d'autres laboratoires comme SGS, et puis avec Lancet, l'Alliance pour le lin, avec Cause 361, que je salue également, qui est notre coordinateur avec le PEF, et puis avec la Fédération de la maille, la lingerie et du balnéaire, qui font tous les deux aussi partie de notre comité de pilotage tout en haut. Donc, ce comité-là, il nous a permis de définir les axes de travail pour coordonner nos avancées avec celles du PEF et être en capacité de fournir les bons livrables au bon timing. Donc, ça a été assez important. Voilà. Donc, ce qui fait l'ampleur de Durabi, c'est dans ses méthodes, c'est dans son envergure, dans sa rigueur. On a pris en compte deux usages consommateurs, donc le sport et le prêt-à-porter. On a plus de 44 000 lignes de réponse dans nos enquêtes consommateurs, les deux confondus. On a 1000 références qui ont été renseignées dans l'enquête Retour Magasin, à voir si dans l'avenir on pourra encore incrémenter toutes ces données-là. On a analysé les produits concrets en tant que laboratoire indépendant. On a étudié 12 catégories de produits, donc toutes celles du PEF plus linge de lit, linge de maison. 80 marques engagées, je vous l'ai dit, 350 références étudiées, toutes catégories confondues, ça fait une trentaine en fait par catégorie, jusqu'à 60 cycles de lavage avec un comportement à différents temps. Ça nous fait près de 70 000 tests unitaires, donc c'est assez colossal. Et là encore, le consortium pluridisciplinaire nous a vraiment permis de garder cette rigueur, que ce soit l'expertise des laboratoires, mais aussi des académiques, des industriels. Et puis, on est suivi aussi au niveau des fédérations, etc. Donc, c'est très important que, pour nous, que tout le monde soit au courant de ce qui se passe, de ce qu'on fait. Et suivre nos avancées pour pouvoir favoriser l'harmonisation demain avec toutes les initiatives en cours. Donc cette confrontation d'experts, ce partage de résultats était primordial pour nous. Et on a soumis nos résultats au vote des marques en vue de créer demain les normes propres à la durabilité physique. Donc, au niveau des essentiels de la méthode, on va rentrer un petit peu dans le creux du sujet et dans le technique. J'espère que ce sera clair. Donc, pour les enquêtes consommateurs, première étape de notre projet, enquête usage et attitude, si je puis dire, en quelque sorte. On a créé des questionnaires, je pense que vous avez vu passer les demandes sur les réseaux. On a sondé les consommateurs sur leurs habitudes par rapport à la durabilité de la mode, à la résistance physique des articles textiles d'habillement. On a posé des questions sur le comportement à l'achat, à l'usage et à l'entretien. On a recherché les causes de fin de vie prioritaires par catégorie, qu'est-ce qui arrive au pull, qu'est-ce qui arrive au pantalon, etc. Et on a essayé de mettre en exergue des différences en typologie de produits et des tendances communes aussi. Donc, vous l'avez vu, 36 000 lignes de réponse pour la première enquête sur les principales catégories et 8 200 lignes quand même pour la deuxième enquête, ce qui est colossal aussi. Donc, on remercie chacun de vous, parce que je sais qu'il y en a qui ont relayé et d'autres qui ont peut-être même répondu.
Ça nous a permis d'avoir vraiment des choses assez robustes dans nos résultats. Ces enquêtes, on les a travaillées avec Lancet, donc que je remercie aussi. Les questions posées, je vous les ai remises ici. L'objectif, c'était de recueillir vraiment des croyances, puisque finalement, on est sur du déclaratif, hein, on n'est pas sur finalement du réel, intentionnel par les marques, on est sur le déclaratif par les consommateurs. Cible visée, on a obtenu 75% de femmes, 9% d'hommes, et il y a 8% des lignes de réponse qui concernaient des produits enfants ou des produits mixtes, même si c'est des adultes qui ont répondu. Pardon. Donc les questions posées, en général, où achetez-vous les vêtements de votre foyer? Quelle est la durée de vie attendue réelle de vos vêtements? La durée de vie fait-elle partie de vos critères d'achat? Que faites-vous pour évaluer la longévité d'achat? À quelle fréquence lavez-vous vos vêtements? Donc tout ça, c'était un petit peu pour cerner le périmètre, avoir des informations complémentaires. Quelles précautions d'entretien prenez-vous? À quelle température? Le mode de séchage, repassage? Mais ce qui nous intéressait vraiment dans Durabi, en plus de ces questions intéressantes quand même, c'était pour quelles raisons liées à l'usure vous ne portez plus vos vêtements, pour chaque catégorie. Et là, on avait une liste de choix à cocher. Les résultats, comme je vous l'ai dit, ont été directement utilisés pour pondérer nos essais normatifs dans le score de durabilité physique. On en reparlera un petit peu tout à l'heure. Donc, je vous ai mis quelques résultats ici. Au niveau de la durabilité à l'achat, les consommateurs font bien quelque chose pour s'assurer d'acheter quelque chose de durable. Donc, vous le voyez, il y en a 75% qui touchent la matière. On sait que la matière, c'est quand même quelque chose qui impacte énormément la durabilité. 60% qui regardent les finitions, donc les coutures, etc. 55% la compo. 50% les consignes d'entretien. Donc, il y a quand même la moitié des gens qui sont conscients que l'entretien peut jouer aussi sur cette durabilité. Et puis, on en a 36% qui regardent la provenance ou qui choisissent 22 qui choisissent des coloris spécifiques, 14% qui regardent des labels. Donc, il y a des choses après qu'il faut, malgré tout, certains ont un éveil, à tort ou à raison, sur le lien avec la durabilité physique. Mais, voilà. Il y a 50% des produits qui ont une durée de vie satisfaisante comparée à la durée de vie attendue. C'est-à-dire que 50%, les gens nous ont répondu, en général, je m'attends à ce qu'un pull dure 6 à 7 ans. Et en fait, on se rend compte que ça se dégrade en réalité. Il y a des produits qui durent moins. Donc, grosso modo, les consommateurs sont plutôt insatisfaits de la durée de vie des produits du marché. On a des entretiens tous les portées ou tous les 2-3 portées en général. Plus de 60% des répondants trient les couleurs, 55% adaptent la température aux matières. Donc, il y a quand même des bonnes pratiques qui sont faites. 50% suivent les consignes d'entretien. 45% retournent les vêtements. 20% utilisent toujours le même programme. Voilà, donc ça, c'est des choses auxquelles il faut faire attention. C'est-à-dire qu'il y a des gens, même s'il y a des étiquettes, même s'il y a des choses, ils utilisent toujours le même programme. Ceci dit, là, ça ne nous dit pas si c'est le bon programme ou un mauvais. S'ils mettent tout à 20, pas de problème. Tout à lavage main, voilà. Donc, je vous ai mis des grandes tendances. Bien évidemment qu'il faut regarder les détails des résultats pour avoir le plus d'infos possible et que ça soit pertinent. Les défauts cités le plus souvent, les plus récurrents, toutes catégories confondues, sont la déformation et les articles détendus et le trou et déchirure. Donc ça, ce sont des défauts qui ressortent à toute catégorie et qui sont prépondérants et qui viennent vraiment pondérer pour nous les résultats. Tous les tests liés aux déformations et aux trous doivent être pondérés plus, si je puis dire. Ensuite, pour certaines catégories, on a le boulochage qui ressort pas mal, donc on l'aura compris, hein, notamment pour le pull, mais aussi les manteaux de mémoire, et puis des accessoires défectueux qui ressortent beaucoup aussi. Là encore pour les manteaux, mais aussi pour les pantalons. Ce qu'on voit pour chemise, justement, pantalon et maillot de bain, c'est qu'il y a plusieurs défauts. Plusieurs défauts multiples ressortent. Ce qui fait que, par conséquent, dans notre liste de tests qu'on aura recommandés, il y en a plusieurs qui sont critiques et qui sont importants. Donc, autant pour certaines catégories, ça peut être que certains, que un ou deux, comme le boulochage et la déformation, autant pour les catégories là un petit peu plus compliquées, la chemise, le pantalon, on va avoir plusieurs défauts multiples importants. En point 2, le deuxième step de Durabi, c'était les enquêtes retour magasin. Donc là-dessus, on a lancé un sondage Excel, tout simplement, auprès des marques partenaires. Et elles nous ont renseigné des références retournées et les causes des retours, avec un diagnostic qualiticien, si je puis dire.
Ça nous a permis de spécifier ces retours avec cette expertise qualité, d'identifier l'origine des défauts et l'usage associé au produit, si c'est sport ou prêt-à-porter pour la plupart. Et ça nous a permis du coup d'indiquer quel essai on recommandait ou quel seuil on allait recommander pour le sport ou le prêt-à-porter. On a 28 marques sur l'ensemble qui ont répondu. Ça s'explique parce qu'on a fait cette enquête assez en amont du projet, puisqu'il nous fallait du temps pour recueillir les choses. On l'a lancé tout de suite. Donc là encore, si on arrive à mieux faire à l'avenir, on tentera. Près de 1000 références ont été renseignées et on a pu ainsi identifier les causes de fin de vie qui ressortaient le plus. Ce qu'on peut voir ici sur ce diagramme, c'est que ce qui a été le mieux renseigné dans l'enquête, c'est les sous-vêtements, les t-shirts et les pulls, avec un petit peu les pantalons, ou pour lesquels on a beaucoup de références. Voilà, et ces deux enquêtes nous ont permis d'arriver à ce point 3. Qu'est-ce qu'on fait comme test pour quelle catégorie de produits? On a identifié les essais normatifs pour chaque cause de fin de vie, que vous voyez en couleur, hein, déformation produit, résistance matière, aspect de la matière, solidité des coutures, solidité des coloris, des ornements accessoires, et puis le côté fonctionnel du produit. Tout ça sont autant de causes de fin de vie qu'on a remarqué sur les produits. On a donné une priorité aux normes internationales, et puis ensuite, à défaut, si besoin, aux normes nationales, et ensuite hors Europe. On a priorisé, comme je vous l'ai dit, les tests les plus utilisés et les plus disponibles dans les laboratoires, accessibles. Voilà. Et au niveau des normes, je vous les ai remises ici, mais je pense que vous êtes beaucoup à connaître un petit peu ces cahiers des charges-là. Hein. C'est des choses usuelles dans les cahiers des charges, si ce n'est qu'on a fait un travail assez exhaustif pour ne pas oublier de cause de fin de vie. Et avec toujours l'arrière-pensée de penser à l'usage et pas à la qualité initiale. C'est ça le travail de Durabi. C'est OK, en tant que consommateur, qu'est-ce qui arrive à mon produit? Qu'est-ce qui arrive au fil du temps, au fil des lavages? Ce qui est quand même un petit peu différent de à quoi je dois faire attention pour le mettre sur le marché. Donc, on n'est plus sur de la qualité, mais vraiment sur de la durabilité. Grâce à ça, on a pu créer les plans d'expérience laboratoire, donc tout notre programme de recherche finalement, développer les méthodes sur mesure et réaliser les essais laboratoires en cascade. Donc, en point 4, on a approvisionné des produits. Donc, j'ai fait appel à vous tous et à vos collaborateurs pour recevoir des produits à tester au sein du projet. On a reçu énormément de références, peut-être 400 en tout. On en a testé 350. Donc là, à date, sur le graphe, on en a répertorié 308. Ce graphe permet de vous montrer la répartition des compositions des produits, toutes catégories confondues, de Durabi, par rapport à la répartition des compositions des produits sur le marché. Ce sont des chiffres qui ont été donnés par le PEF dans la V1. Je sais plus, 1.3 je crois. Et on a comparé en fait tous les tableaux du PEF qui nous donnaient des pourcentages, des répartitions finalement de matière, de composition, et nous on a comparé ce qu'on avait reçu. Et on est quand même plutôt représentatif de ce qui existe sur le marché, si ce n'est qu'on a un petit peu moins de polyester. Après, il y a des choses qui s'expliquent aussi sur les typologies de produits reçus. On a un tout petit peu plus de lin, mais c'était le jeu aussi d'aller chercher comment se comportent ces fibres naturelles. Voilà, en gros, on a un tout petit peu de soie. Ça va pas assez pour faire 1%, mais on en a quand même. Donc, après avoir défini ce qu'on allait faire et reçu tous les produits à tester, on a défini en point 5 les protocoles standards, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on allait faire, comment on allait le faire pour que ça soit répétable et reproductible, tout simplement. Donc, on a décidé de suivre les recommandations imposées sur les étiquettes d'entretien par les marques qui suivent les symboles du coffret. En dehors des étiquettes commerciales et des informations que peuvent parfois envoyer les marques en complément lorsqu'il y a un achat. Parce que ça, on s'est dit que finalement, une fois qu'on est chez soi, 3 ans après, on l'a plus. Donc, de toute façon, il reste que l'étiquette. On a proposé de réaliser au final, vous verrez, 15 cycles d'entretien. Dans le projet, on en a fait 60. Et du coup, on a proposé de sécher tous les 1, 2, 3, 4, 5. Et puis ensuite, tous les lavages. Donc ça, c'est comment on a réalisé nos programmes. Parce que vous comprenez bien que laver et sécher pendant 60 fois, c'était trop compliqué. On a proposé un détergent 3 sans agent blanchissant pour éviter les biais que peuvent induire ces agents sur les coloris.
Et on a fixé les charges des machines à laver. Donc tout ça, c'est comment on lave en fait, finalement. Avec quelques petites spécificités sur les matières avec des fibres naturelles animales, où là, on a choisi d'espacer, enfin de faire davantage de séchage, d'être plus précautionneux de ces fibres. On suit les lavages mains si c'est le cas sur les étiquettes. On repasse si c'est demandé sur les étiquettes. Selon les recommandations. Et pour l'entretien, le nettoyage à sec, on a utilisé donc, cette norme-ci, l'ISO 3175-1, norme qui est toujours en vigueur dans les pays d'Europe, qui est très utilisée encore en Europe et qui est compatible avec tous les solvants qui vont avec le symbole P. Pour plus d'informations là-dessus, on pourra en reparler. Pour tous ces choix, on a travaillé avec notamment le CTTN qui nous a bien aidé pour finaliser un petit peu ces recommandations. Donc, comment ça s'est passé finalement en transversal? On a reçu, référencé, préparé, stocké et compté sans fin tous ces produits, 350 références fois 20 ou 30 unités. Hein, à chaque fois, il nous faut la quantité pour faire tous les essais. On a dû aussi créer des stocks et des pièces spécifiques. Ensuite, on a pour chaque catégorie d'articles défini, sélectionné les échantillonnages en respectant les règles d'équité matière, d'équité pour les marques, de représentativité, pour être sûr que ce qu'on a est pertinent. Et préparer à chaque fois des fiches produits, des fiches aussi pour les lavages. Enfin voilà, on est allé dans le détail méthodologique pour que chaque laboratoire puisse vraiment communiquer l'un avec l'autre et comprendre ce qui arrive et donner quelque chose de digeste pour celui d'après. Donc vraiment, on a travaillé à l'uniformisation des méthodes et à la bonne communication des informations nécessaires pour que tout ça tourne au niveau des laboratoires en cascade pour chaque campagne. Donc ensuite, on a réalisé les séries d'entretien, de séchage, avec beaucoup de soins pour tous ces produits en fibre animale. Comme vous voyez, ils sont sur des petits racks pour sécher à l'air. Mais voilà, on a vraiment suivi toutes les recommandations des étiquettes, ce qui peut prendre un peu de temps et de place. Donc c'est pour ça qu'on a mis 2 ans à livrer les résultats au PEF. Et puis, on a réalisé ces essais dans les laboratoires concernés, donc au niveau des essais solidité des coloris et des essais mécaniques, mais aussi des essais d'aspect, tout simplement en cabine de cotation. Et ensuite, du coup, on a récupéré ces données. Donc, c'était tout l'enjeu, c'était de créer une automatisation des données pour que chaque laboratoire puisse renseigner les données unitaires et que nous, au niveau recherche et développement, on récupère une base de données automatisée. Donc, on a aussi dû développer ces solutions-là en termes informatiques et numériser tout ce qui pouvait l'être pour que ça soit plus pratique à l'analyse des données, à la mise en forme en fait de ce qu'on a appelé des tableaux de bord. Qui nous permettent de voir tout le comportement de l'échantillonnage pour une catégorie donnée, pour un test donné, pour un stade donné. Donc une structuration vraiment inédite. Donc c'est comme ça et grâce à ça qu'on a pu arriver au point 6. C'est-à-dire que grâce au tableau de bord que je viens de citer, qui reprennent en fait les données de la base de données, le graphe principal, des graphes de comportement que je vous montrerai juste après, on a pu voir comment se comportait donc l'échantillonnage testé, les 30 produits de chaque catégorie, les 30 pulls, les 30 pantalons, les 30 vestes. Et on a pu, j'allais dire modéliser, c'est un bien grand terme, mais en tout cas mettre en forme leur comportement sur tous les cycles de lavage et voir à quel moment on avait un décoché, à quel moment on avait un point de vulnérabilité qui fait que après ça bouge plus, si je puis dire. Et on a pu remarquer que les stades de lavage, qu'il y avait des stades de lavage précoces pour réaliser les essais, qu'il y avait ces fameux points de vulnérabilité. Donc, non, il n'est pas nécessaire d'aller jusqu'à 30, ni 60, ni 100 cycles d'entretien. C'était notre première réponse au PEF. Ensuite, on a identifié des stades clés pour chaque type de test, où en général, on recommande de faire les essais coloris plutôt à 9, ensuite les essais mécaniques, physiques plutôt à 1 ou 5 cycles de lavage, et les essais d'aspect, là où il n'y a que le lavage qui joue et pas d'usure,
on recommande d'aller jusqu'à 15 cycles de lavage. Et ça, on s'est harmonisé, le PEF a accepté ces détails-là. Pour les seuils, on a regardé tout simplement nos résultats, nos campagnes de test et aussi la littérature. On a quand même regardé ce qui se passait déjà, les cahiers des charges actuels, les écomodulations, les seuils demandés par le PEF, tout ce qui était déjà disponible pour faire une étude croisée et complète et pas proposer quelque chose qui serait complètement irréaliste ou différent de ce qui existe déjà aussi. On a essayé d'uniformiser les choses, toutes catégories confondues quand c'était possible pour donner une meilleure cohérence. Et puis, on a proposé 4 classes de performance. Donc, c'est-à-dire qu'on a pour chaque test une série de 4 seuils. Vous allez comprendre après, hein, je vais vous montrer un exemple de livrable. Avec un seuil de base, un seuil médian, un seuil maximum à atteindre, et puis il y a un seuil qu'on a appelé échec, ou échec ou critique, qui lui va donner 0 et engendrer peut-être une chute dans le score. Donc on a travaillé chaque test, chaque résultat, chaque exigence par rapport à ces 4 classes pour aller créer une possibilité d'évoluer. Voilà, c'est pour ça qu'elle s'appelle aspirationnelle, hein, cette dernière classe, c'est-à-dire qu'on aurait pu mettre qu'un seul seuil de base et se dire ça passe ou ça casse. L'idée, c'était quand même d'attribuer différents points selon les différents niveaux et de donner envie, en fait, hein, finalement, aux marques d'aller chercher plus de points. Et puis, ça correspond aussi à ce qui avait été imaginé au niveau du PEF, donc c'est plus facile pour s'imbriquer et harmoniser les méthodes. Du coup, au niveau des données consommateurs, ce que vous pouvez voir ici, c'est un exemple. Pour la catégorie t-shirt, on avait ces graphes-là avec les retours des consommateurs pour chaque type de défaut. Ce qu'on peut voir, c'est que le fil tiré ici sur le t-shirt, c'est le défaut le moins cité avec 2% des retours. Et la déformation, l'élasticité, c'est le défaut le plus cité avec les trous et déchirures, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, avec 60% des retours consommateurs qui ont coché, les consommateurs qui ont coché cette proposition-là. Qu'est-ce qu'on a fait nous? On a attribué des règles pour dire, OK, quand c'est peu cité, je vous la fais très simple, quand c'est peu cité, c'est coef 1, quand c'est cité moyennement, c'est coef 2, et quand c'est très cité, c'est coef 3. Donc ça nous a permis de venir pondérer les résultats de test, en complément des retours magasins qui apportent une autre subtilité. Au niveau des laboratoires, c'est ce que je vous ai dit, on a mis en place des tableaux de bord et on a pu mettre en place ces graphes, pardon, je vais un peu vite, ces graphes-là. Donc ce graphique, comment il se lit avec du rouge, du bleu là? C'est le graphe de statistiques descriptives pour tout mon échantillonnage. Donc il faut comprendre que derrière ces courbes, j'ai les 30 produits qui en fait sont masqués. Et le graphe ne vous montre que le meilleur, les meilleurs à chaque point, donc les données maximum, les données minimum, en jaune les écarts types à la moyenne, en violet la moyenne et en gris la moyenne et en violet la médiane. Donc la médiane lisse un petit peu les max et les min par rapport à la moyenne. Ce qu'on voit donc grâce à ces statistiques toutes simples qui décrivent mon échantillon, c'est le comportement général de mon échantillon. Ici, je vois que mes 30 produits, grosso modo, ils ont tendance à monter, si je puis dire, donc à prendre en stabilité dimensionnelle. Ça veut dire qu'ils ont tendance à se déformer. Il faut noter, vous le savez sûrement, que la stabilité dimensionnelle, la plupart du temps, on rétrécit, mais ici, on l'a travaillé en valeur absolue. C'est pour ça que ça monte. Petite subtilité. Et ce qu'on voit ici sur ces graphes, c'est qu'il y a l'étendue des données entre les écarts types et le max, par exemple. Il y a aussi le point d'inflexion dont je vous parlais, le stade de vulnérabilité, où en fait on voit une pente ici et une deuxième pente ici qui est plus faible. Donc on s'est dit, OK, nous, avec le comité technique, à T5, il se passe quelque chose. À T5, on a un peu changé d'état, enfin changé de résultat. Donc on recommande de faire le test. C'est pour ça qu'on recommande de faire le test, en l'occurrence de stabilité dimensionnelle ici sur les t-shirts, à T5. Je vous ai mis un autre exemple pour vous montrer que quand il s'agit de l'aspect, aspect des coloris, selon la norme 15487, donc en cabine de cotation, je vais regarder mon produit A9, AT1, T5, T15, T30, T60. Et ce qu'on observe, c'est qu'il y a un point d'inflexion ici à T15, qui n'existe pas à T5, qui n'existe pas à T1.
T0, je ne vous en parle pas, le test n'est pas, c'est pas noté à T0. Ça, c'est un abus de mise en forme graphique. En tout cas, ce qu'on peut voir, c'est que c'est stable, 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 et à T15, j'ai un décoché. Donc, et qui se poursuit en plus. Donc, on a recommandé pour l'aspect, c'est vrai pour toutes les catégories, pour plusieurs critères. C'est pas vrai sur tous les critères, mais c'est vrai pour plusieurs critères sur toutes les catégories. C'est pour ça qu'on a recommandé le stade T15, donc 15 lavages, pour la norme d'aspect après lavage. Donc, voilà comment on a observé nos données, identifié les stades critiques, enfin les stades clés auxquels faire les tests, et identifier les seuils, les plages de seuil à prendre en compte dans les exigences. J'espère que c'est clair pour vous. Donc, 2 exemples différents, un pour un test de stabilité dimensionnelle et un pour un test d'aspect. Du coup, grâce à tout ça, on a pu créer nos livrables. Et ces livrables, je vous ai mis l'exemple pour les t-shirts. Donc, ce que vous comprenez, c'est que j'en ai 12. J'en ai un par campagne. Donc, un référent. Je l'ai appelé référentiel, mais en fait, c'est un cahier des charges, hein, ni plus ni moins. Nous avons un cahier des charges par campagne et c'est traduit également en anglais. Ce qu'on voit sur le cahier des charges d'Urabi, c'est qu'il y a déjà tous les produits concernés. Ensuite, il y a à nouveau les consignes d'entretien qui sont à réaliser, les préconisations. Derrière, on a, alors ici, ce n'est pas exhaustif, c'est un extrait. On va avoir la liste des essais à réaliser avec l'appellation, le tiret qui est important à prendre en compte pour bien savoir de quelle norme on parle et de quelle partie. On va avoir toute une colonne avec les conditions opératoires, combien de mesures réalisées, à quelle force, quelle pression, à quel endroit, etc. Pour plus de répétabilité et reproductibilité. On va avoir ensuite les exigences pour le prêt-à-porter et les exigences pour le sport quand ça s'applique. Par exemple, pour les robes et les sous-vêtements, ça ne s'applique pas. Mais pour d'autres produits, il y a bien une catégorie sport. Et ce qu'on va pouvoir observer, c'est qu'effectivement, j'ai bien mon stade 5 ici, que j'ai vu dans mon graphe plus haut. Mon amplitude de seuil, comme je vous disais, avec les 4 classes qui apparaissent à chaque test. La classe critique, la classe de base, la classe médiane et la classe max, que le PEF a appelé aspirationnelle. Et j'ai bien mon COEF ici, qui est issu des enquêtes consommateurs et magasins. Un 3 en conso et un 3 en magasin donne un COEF 9 au test. Donc voilà comment on a construit nos référentiels. Ils sont exhaustifs. Il y a tout dedans, normalement. Et ils permettent en fait j'allais dire, de pouvoir être autonome et suffisant. Normalement, un laboratoire, quand il a ça dans les mains, il doit pouvoir savoir pour quels produits sont concernés, quelles sont les conditions opératoires, le résultat, dans quelle classe il va, et donc combien de points l'article a obtenu. Puisqu'en fait, derrière chaque classe, il y a un système de points gagnés par l'article. Voilà. Et derrière ça, du coup, c'est ce que je suis en train de vous dire. On obtient un score de durabilité. Donc, ce score est composé des résultats à chaque essai, donc les points obtenus, pondérés par le taux de retour des consommateurs. On étudie les valeurs défavorables pour les différents critères d'un même test. C'est-à-dire, si j'ai boulochage, moutonnement et bourrifage, je vais garder la note la plus défavorable dans mon calcul de score. Et si un test n'est pas applicable, son résultat ne sera pas pris en compte dans le calcul, forcément. Si c'est impossible de faire le test sur le produit, alors un non-résultat vaut un non, n'a pas d'incidence sur le calcul global. Donc là encore, le nombre de points dépend de la classe. 0, 5, 10, 15, selon la classe dans laquelle je me situe. Il est multiplié, le nombre de points est multiplié par le coefficient qui est issu des enquêtes, que vous aurez dans chaque case du référentiel, il y a marqué le coefficient. La survenue d'un défaut entraîne un mauvais résultat, forcément. J'aurai 0, donc je vais arriver dans la classe échouante, sauf que si je suis un test critique comme le boulochage pour les pulls, c'est-à-dire un test très important qui arrive souvent selon les consommateurs, alors je vais faire chuter la note. Et ça, c'est la petite subtilité qu'on a proposée pour vraiment mettre en exergue dans le scoring la survenue d'un défaut. Et ne pas avoir simplement un phénomène de compensation entre j'ai un bon coloris mais j'ai un trou, c'est pas si grave. Ben non, avoir un trou,
J'ai beau avoir un beau coloris, je ne vais plus porter mon produit. Donc, c'est un petit peu ça la philosophie ici. C'était de faire ressortir vraiment la survenue d'un problème. Et ensuite, ben, on additionne chaque valeur de chaque test, chaque nombre de points par rapport à un maximum atteignable pour la référence testée et on le ramène sur 15 ou sur 100 pour avoir un score. On a donc un score unique de durabilité physique qui est lié à la liste de tests demandés et une méthode uniforme et complète pour étudier cette durabilité. Ensuite, cette durabilité va être intégrée à l'affichage environnemental selon les décisions qui seront prises par les entités qui arrivent derrière, si je puis dire. Voilà. Donc, j'espère que c'est pas trop compliqué. Au pire, j'aurai des questions. Donc, au niveau des prochaines étapes, donc, dans ces référentiels, dans ces livrables, Durabi a quelques recommandations. Il a en tout cas aussi quelques positions, prises de position au niveau philosophique, si je puis dire. L'idée, c'est d'alimenter l'affichage environnemental. Donc, vous l'aurez compris, Durabi se positionne du côté des consommateurs pour informer, protéger le consommateur. Donc, on a proposé une méthode qui permet d'étudier la durabilité physique au-delà de la simple qualité initiale. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. On veut aller chercher l'usure au fil des cycles d'entretien. On a donc étudié les besoins des consommateurs, les fonctions attendues pour chaque vêtement et on s'attend à ce que le produit remplisse cette fonction. Donc on vient valider cette capacité du produit à remplir la fonction au-delà des simples paramètres, des paramètres de fabrication, comme la matière, l'épaisseur et le grammage. C'est pour ça que vous ne verrez pas dans nos référentiels d'indication d'épaisseur ou de grammage, ou de référentiels propres à des matières qu'on pourrait juger délicates ou plus compliquées. On a un parti pris qui est, je porte un produit en fonction haut du corps, etc., un pull ou une veste, que j'achète un gros pull bien épais ou un sweat très serré ou que j'achète un petit pull très léger, en tant que consommatrice, je n'ai pas plus envie que mon petit pull léger se trouve que mon gros pull. Donc c'est cette philosophie-là qu'on a choisie, c'est-à-dire que finalement les performances à atteindre par chaque produit, par chaque catégorie de produits doivent être les mêmes, que je choisisse en tant que consommatrice un produit fin, léger, etc., entre guillemets précieux, ou un produit plus robuste, plus épais, plus... Voilà, ces paramètres-là ne doivent pas venir influencer la note de l'affichage finalement de durabilité physique pour un consommateur. Le consommateur doit le savoir s'il y a quoi que ce soit. C'est un peu l'idée de la céramique ou de la porcelaine. On achète de la porcelaine, on sait que c'est un peu plus précieux, on sait que c'est un peu plus fragile aussi. Et ça doit être affiché sur la porcelaine. Attention, hein, c'est un peu plus fragile. Donc c'est un petit peu ce parti pris-là. Et du coup, on a aussi indiqué des recommandations pour la sélection des échantillons à tester pour la gamme. Et ça, c'est un sujet politique hautement important qui est en train de se finaliser tout le mois de mars, où on est allé faire des recommandations pour simplifier les décisions, finaliser et aligner tout ça avec les acteurs, le PF, mais aussi avec Refashion et l'État. L'idée, c'est d'aller recommander des choses, des petites règles simples pour faciliter les essais au coloris, à la gamme, selon le modèle, etc. Et calculer une durabilité qui sera valable pour toute la gamme coloris, modèle, fournisseur, etc. Donc ces recommandations-là vont paraître sous peu et on recherche évidemment une harmonisation là-dessus. Donc les enjeux stratégiques, vous l'aurez compris, alimenter la réglementation française. On est en attente de nouveaux éléments. On verra ça, je pense, très vite cette semaine avec ce que pourront dire les gens du ministère. On a des échanges avec Refashion régulièrement pour travailler les éco-modulations aussi en fonction de ce qui est possible et possible de mettre en œuvre selon les délais. On a déjà alimenté le PEF avec tout ça. Et ça a permis d'influencer les décisions, de prendre en compte l'usage, de valider les 15 lavages. Enfin, voilà, il y a plusieurs petits points techniques que je vous ai présentés auxquels le PEF a accepté le PEF dans sa méthodologie, qui est en train du coup de sortir.
Et l'idée, c'est de s'harmoniser aussi avec les travaux normatifs et puis les autres initiatives et centres techniques. On a vocation de transférer des outils universels à vous les marques, des questionnaires, des points d'intérêt, des critères d'exigence pour proposer des allégations incontestables, pour vous guider dans la politique de durabilité des conceptions et harmoniser vos méthodes de test et de contrôle produit. Donc les suites à donner potentielles, hein, ce sont des idées, mais il y a peut-être des choses à lancer avec certains d'entre vous. Là, tout de suite, on poursuit les travaux pour les campagnes linge de lit et linge de maison dans nos laboratoires. On aura les résultats d'ici juin, mois auquel je dois clôturer ce projet de recherche. On a l'ambition de faire des publications scientifiques également pour promouvoir nos résultats. Et puis de faire des actions de communication tout simplement et de dissémination sur tous ces résultats. On a aussi nos offres spécifiques au niveau de l'IFTH pour vous accompagner dans le suivi de la durabilité physique de vos produits. Les listes de tests durables sont actuellement déjà disponibles pour aller tester vos produits et vous accompagner sur cette transition écologique. Voilà, donc il y a des études complémentaires qu'on pourrait faire sur d'autres gammes, d'autres typologies de produits, des produits, pourquoi pas éco-conçus aussi. Enfin, il y a plein d'idées qui sont possibles à réaliser. Donc, Durabi, comme je vous l'ai dit, a déjà influencé le PEF et en cours de finalisation. Continue d'influencer les normes, puisque la norme française est en cours de rédaction et de validation au mois de mai. Donc, pour tous ceux qui font partie du BNITH, je vous invite à vous connecter au mois de mai. Et puis, les travaux de la Commission européenne de normalisation sont en cours et la semaine prochaine, on va aller transférer nos résultats à la Commission. Au niveau des écomodulations, on travaille en collaboration. On a transféré nos résultats également à ReFashion. Et puis, au niveau du ministère de la Transition écologique, donc là, on travaille aussi avec l'ADEME pour transmettre nos données, nos résultats, nos recommandations pour l'affichage environnemental français, avec du coup des choses à venir bientôt. Et puis, pour tous les autres acteurs, des bonnes pratiques individuelles au niveau des marques, des montées en compétences des laboratoires, l'enrichissement des travaux académiques. Donc, Durabi, voilà, ne cesse de porter des fruits et je pense qu'on en a vu que peu pour le moment. Donc, affaire à suivre. Voilà, en tout cas, je vous remercie de votre écoute, de votre présence et je suis disponible pour toute question. Est-ce que je continue, Nadège, ou on fait les questions d'abord? À timing presque parfait, 18h00, j'ai envie de dire. Peut-être qu'on peut juste mettre là la petite diapo suivante. Si Lionel, je ne sais pas si tu veux me dire un petit mot en 1 minute avant qu'on attaque les questions et après on se donne 10-15 minutes de questions. Je ne sais pas si Lionel est là. Oui, il est là. À tous. Parfait. Rien de plus, simplement pour dire que le pack de tests existe, comme vous pouvez le voir, et le mieux, c'est de se rapprocher de votre bon commercial qui saura vous en dire un peu plus. Voilà. C'est pour que les gammes de produits soient affichées aussi à l'écran. Alors, des questions. Il y en a. Les collègues ont déjà, je vois, œuvré un petit peu via le chat. Alors, 10-15 minutes, je ne sais pas si on va arriver à faire 10-15 minutes. La première question, c'était, déjà, vaste question, comment prendre en compte la recyclabilité du produit? En effet, un produit à grande durée de vie, mais non recyclable, n'est pas pertinent. C'est vrai que la question de la recyclage, recyclabilité, incorporation de matières recyclées, ça revient assez régulièrement. Réparabilité, etc. On est sur des sujets complémentaires, si je puis dire, à la durabilité physique, qui sont effectivement très importants pour calculer la durée de vie globale. Si ce n'est que Durabi avait pour mission, lui, de mettre en place une méthode de calcul de la durée de vie. J'allais dire presque à part, en aparté de cette recyclabilité et de cette réparabilité, à savoir que ces deux notions vont aussi être prises en compte au niveau du PEF. Demain, on verra, demain littéralement d'ailleurs avec le MTE, si ça sera pris en compte d'une façon ou d'une autre. En tout cas, la prérogative de Durabi n'était pas celle-ci. Donc, mais c'est vrai que ça peut jouer, effectivement.
Après, il y a des questions, puis éventuellement parfois des remarques. Une remarque sur le dommage pas d'élastane dans les produits testés. Si, voilà, c'est ça. Je vous ai dit, hein, il y a des petites subtilités dans certaines catégories. Oui, on a bien entendu, comme le marché, hein, des produits avec élastane, notamment des pantalons, notamment des sous-vêtements, notamment de la lingerie. Enfin, il y a tous les produits qui vont bien, vous inquiétez pas, du marché. Simplement, l'élastane là, ne ressort pas parce qu'il n'est pas composant majoritaire et dans le graphe, on s'est focalisé sur les composants majoritaires parce que c'était déjà assez compliqué d'aller chercher les informations tout simplement. Mais oui, il y a bien dans les compositions de l'élastane en minorité sur certains produits. Ouais, en fait, voilà, il y avait une question un petit peu plus loin et qui répond, enfin, à laquelle tu viens de répondre aussi. Hein. Les produits sont souvent en mélange et avons-nous testé les mélanges? Oui. C'est une partie de la réponse. Hein. Les viscoses, polyamide, coton, polyester qu'on connaît bien, etc. Oui, donc, tu as répondu à la question en même temps. J'en ai raté une au départ. Hein. Ce projet est-il valable pour les équipements EPI? Non. Alors, je regarde si quelqu'un a répondu en parallèle parce que toutes les questions sont arrivées après. Oui, j'ai répondu. J'ai donné l'explication. Super. Voilà, parce qu'on a Carole que beaucoup d'entre nous connaissent maintenant, qui répond sur les EPI très très régulièrement parce que les questions sont récurrentes parce que ces produits-là sont toujours plus problématiques à traiter. Alors, oui, après, si on se met du côté de la marque qui a peut-être posé cette question, il y a une question un peu, moi, que j'ai envie de poser à Carole, du coup. C'est est-ce que ces réglementations et ces considérations sur l'affichage environnemental touchent des EPI potentiels tels qu'un t-shirt ou un pantalon, finalement, qui peuvent être quand même classiques, bien que EPI? Oui, alors, l'affichage environnemental pourra peut-être toucher d'autres vêtements que le vêtement classique, mais si ce n'est que la problématique de durabilité, c'est que d'une part, pour les EPI professionnels, ils sont entretenus de manière industrielle. On n'a pas du tout utilisé de lavage industriel. D'autre part, pour les EPI grand public, le critère d'arrêt ne sera pas le même en fait. Quand la mise au rebut, ce ne sera pas la même. On va être beaucoup plus tolérant sur un trou, un accroc sur un pantalon de bricolage que sur un pantalon de ville. Donc, le seuil de mise au rebut n'est pas le même. On est beaucoup plus tolérant sur les défauts sur les vêtements de bricolage que sur le casual. Donc, voilà, ce n'est pas adapté au niveau de la durabilité. Merci. Alors, une question sur le lavage. Là, tu as parlé visiblement de charge à 2 kg seulement. Donc, la remarque, c'est est-ce que c'est vraiment représentatif d'une machine à laver qui peut exister dans le commerce? Il y a plusieurs choses qui vont potentiellement pas être représentatives. Néanmoins, on avait pour mission de mettre en place une méthode standard. Et pour ça, on se doit de suivre les normes et la norme recommande 2 kg max. Donc, c'est pareil, hein, les machines standards vont avoir quelques petites différences et il n'y a pas forcément une corrélation établie entre une ménagère et une Vascator, par exemple. On le sait, mais pour standardiser, on n'a pas d'autre choix que d'aller dans les choix, les réglementations, tout ce qui est un petit peu normalisé. Voilà. Oui, puis surtout, l'objectif, c'est d'avoir quelque chose de reproductible et répétable. C'est-à-dire, ce qu'on va faire le lundi, on obtiendra le même résultat quand on le fera le vendredi, parce qu'on aura toujours les mêmes conditions d'essai. Voilà. Et alors, est-ce que les produits testés sont représentatifs et comparatifs de ce que les consommateurs utilisent en termes de vêtements? Alors, demander le type de marque, niveau de gamme, si faisable, ce qu'ils achetaient, etc. Alors, la réponse est assez facile, mais j'essaie de faire quelque chose d'exhaustif. Dans nos 80 marques, nous avons effectivement tous les segments de marché représentés, avec toutes les marques françaises que vous connaissez très bien au quotidien, qui font partie du projet. Et effectivement, elles nous ont envoyé des vrais produits qu'elles vendent. Donc, on leur a demandé quand même des produits représentatifs de leur chiffre de vente, enfin voilà, les plus vendus, les best-sellers. Et effectivement, quand on voit la répartition, en tout cas, on a quand même une bonne indication des produits utilisés réellement sur le marché. J'ai raté une question, enfin j'ai raté. C'est une question à large, on va dire. La première cause de fin d'usage d'un vêtement n'est-il pas simplement le fait d'être démodé?
Donc, c'est voilà, toujours la durabilité Question physique, joker. la durabilité voilà, émotionnelle. Voilà. C'est le joker et la durabilité Cette personne a remporté. Ils sont aujourd'hui pas traités du tout de la même façon. Et voilà, donc là, on s'adresse aujourd'hui au Centre technique industriel qui est dans la mesure fiable, objective et scientifique. Voilà. Alors, je répondrai même pas par oui ou non parce qu'il y a plein d'autres causes personnelles de ne plus porter un vêtement. Mais effectivement, durabilité est focalisé durabilité physique. Sur le côté durabilité émotionnelle, la méthode reste à mettre en œuvre. Voilà. Avez-vous testé des uniformes de travail type costume porté au quotidien? Je pense que ça fait partie de... Voilà, hélas, non. C'est pas que c'était pas une volonté, c'est qu'on n'en a pas eu et pas eu assez. Mais on y avait pensé à l'usage uniforme, vêtements d'image finalement. C'est quelque chose qu'on n'a pas pu mettre en œuvre dans le temps et l'espace imparti à Durabi. Donc voilà, reste peut-être à mettre en œuvre si c'est pertinent, si c'est vraiment différent du casual. Un Durabi 2. Nouvelle saison. Alors, pour les vêtements qui comportent de nombreux accessoires, agrafes et broderies, avez-vous eu des retours des consommateurs? Existe-t-il un système normatif pour les pantalons avec zip? Critères d'abandon du vêtement si le zip est cassé. Alors, je ne vais pas répondre sur existe-t-il, je vais répondre sur ce qu'on a fait dans Durabi, si vous me permettez. Nous avons créé un critère dans la norme d'aspect après lavage 15487, où nous avons proposé, à la normalisation d'ailleurs, on est allé jusqu'à toquer au PNITH, un critère spécifique au fonctionnement des accessoires et un autre spécifique à leur aspect, mais celui-là, il existe déjà. Et on a proposé une échelle de test de l'accessoire et de cotation de 1 à 5. Afin de pouvoir aller vérifier ça après lavage. Parce que le parti pris était de ne pas partir sur le test labo du zip, parce que celui-ci se fait sur pièces détachées et que y a des risques associés à ça, de ne pas avoir les bonnes pièces, pas en bonne quantité, pas dans les bons timings. Enfin voilà, vous connaissez sûrement mieux que moi toutes ces choses-là. Donc oui, on a pris en compte les accessoires. Ok. Alors, je saute une question. Alors, sur la problématique de la fast fashion et des performances liées au prix, je pense qu'effectivement, il y a un sujet qu'on ne pourra pas traiter en 5 minutes. Et je pense qu'il y a énormément de choses qui sont dites en ce moment au sujet de la fast fashion. Il n'y a pas un journal télévisé qui ne parle pas des positions qui sont prises en ce moment. Je vais rester sur la durabilité physique et les tests. Donc, est-ce que les tests de glissement de couture sont réalisés? Oui. On a plusieurs types, hein. On a du glissement de couture, on a de l'aspect grignage après lavage. Donc oui, on fait attention aux coutures. Alors, je vois que Carole a répondu. Alors, il faut que je redescende. Carole, elle a répondu à la prochaine question. Donc, je vous laisse lire la réponse. Projet utilité, référentiel normatif connu par les labos. Donc, pour toutes les questions, hein, au niveau robustesse, les mêmes conditions de test, etc. Comment obtenir le référentiel des produits? Alors, de toute façon, aujourd'hui, le projet n'est pas terminé. On est d'accord. Ouais. Les référentiels seront un livrable au même titre que les rapports pour ceux qui ont donné des produits. Ça va sortir à la fin du projet et ça sortira aussi dans la norme française au BNITH. Donc, suivez de près ces travaux. On n'a jamais été aussi près. On n'a jamais été aussi près. Connaissez-vous l'échéance d'entrée en vigueur de la réglementation française liée à l'affichage environnemental? Donc, Carole? Non, on fera ça demain. Non, oui, non, on ne le connaît pas. Hein. On n'a pas de, non, on n'a pas cette information. Il y a une réunion demain qui nous permettra d'en savoir peut-être un peu plus. Voilà. On n'a pas plus d'éléments donc, à la question combien de temps auront les marques pour assimiler les méthodes, effectivement, tout va s'enchaîner après, mais à date, on n'a pas la réponse. En général, il y a quand même une tolérance sur un laps de temps pour se mettre au diapason. Au niveau du PEF, par contre, si je peux répondre, parce qu'on n'est pas en France, mais au niveau de l'Europe, PEF, ça va sortir en mai-juin, la synthèse de Cantis, donc les choses seront disponibles ensuite. Là, je crois qu'on a terminé pour les questions. Est-ce qu'il y en a encore une voilà, avant qu'on termine? Énormément de remerciements pour cette présentation, Gaëlle. Je pense que c'est quand même toujours compliqué de synthétiser et de vulgariser
ces projets-là. Ça reste des projets qui sont aujourd'hui fondamentaux pour l'avenir de la filière, des marques. On est très impliqués, on est surtout très content de l'engouement qu'il y a pu avoir et qu'il y a encore, hein, effectivement, des marques, des partenaires. C'est un vrai projet, un vrai combat collaboratif, j'ai envie de dire. C'est tellement collaboratif qu'on a beaucoup de produits durables dans nos couloirs. En juin, normalement, on récupère de la place. C'est ça, Gaëlle? Oui, on récupère de la place en juin, ouais, c'est ça. Oui, on s'est un peu étalé, mais merci encore à chacun qui a pu participer à ce projet de près ou de loin, présent ici ou pas. Voilà, c'est une vraie aventure. C'est vraiment inédit, honnêtement. J'avais jamais vu un projet de recherche comme celui-là. On a pu collaborer avec plein de monde en extérieur et plein de monde en interne. Et on a pu vraiment créer des process, des collaborations qui n'avaient jamais eu lieu avant. Donc, c'est très, très riche. Merci à chacun pour sa participation. Une question, c'est est-ce que le test de durabilité est recyclable? Je sais pas, mais... Vous avez 4 heures. Est-ce que la pilote est durable? C'est ce qu'on se disait tout à l'heure. En tout cas, voilà, merci pour votre présence en fait, dans ce projet. On n'aurait rien fait tout seul, donc c'est vraiment ce côté collaboratif qui compte et qui nous a permis d'aboutir toutes ces propositions avec le comité technique. Et c'est énormément de travail qui a été abattu. Donc, merci à chacun. Super. Écoute, merci à toi. Encore une fois, Durabis, c'est un gros projet qui n'est pas terminé. Si vous avez des problématiques de durabilité, comme vous l'a dit Lionel, n'hésitez pas à se rapprocher des équipes. Dans nos laboratoires, on est en mesure de répondre à certaines problématiques sur ces thématiques. Beaucoup de mots d'un coup. C'est la fin de journée. Je vous remercie tous d'être restés parce qu'on a un petit peu débordé quand même. Et puis on se retrouve pour un rendez-vous FTH au mois d'avril, début avril. Premier jeudi, donc ça va être le 4, je crois. Merci beaucoup. Je confirme. À bientôt. À bientôt. Bonne fin de journée.